Il pourrait sembler logique de supposer que seuls les adultes sont capables de commettre des crimes horribles, mais les enfants peuvent également être susceptibles d'actes qui choquent et horrifient. D'un jeune meurtrier se moquant ouvertement de la famille de sa victime en cours à un couple de tueurs se vantant de leur récent meurtre sur YouTube, en passant par deux frères égorgeant des membres de leur famille pour la gloire sur Internet, voici quelques-uns des jeunes les plus redoutés dans les prisons américaines. Commençons par Tejilan. Le premier sur la liste est un tueur dont l'apparence apparemment innocente masque le véritable monstre caché en lui. Le 27 février 2012, la petite ville de Chardon, Ohio, a été plongée dans la tragédie lorsqu'une fusillade dans un lycée, perpétrée par Tejilan, a laissé la communauté en état de choc. Lan, un élève de 17 ans à l'école alternative Lake Academy, est entré ce matin-là dans la cafétéria du lycée de Chardon, vêtu d'un sweat à capuche avec le mot « Killer » écrit dessus et armé d'un pistolet calibre .22. La fusillade a commencé alors que les élèves se rassemblaient avant le début des cours. Sans un mot, Lan a ouvert le feu, visant directement une table où un groupe d'élèves était assis. En quelques instants, 3 élèves ont été gravement blessés, Daniel Palmore et Demetrius Ulen, âgés de 16 ans, et Russell King Jr., âgé de 17 ans. De plus, 3 autres élèves ont été blessés, dont l'un a souffert de paralysie permanente. Lan n'était pas étranger aux élèves du lycée de Chardon, ayant fréquenté l'établissement avant de transférer au programme éducatif alternatif. Le motif de ces actions violentes restait largement flou, bien que certains rapports aient suggéré qu'il se sentait victimisé ou ostracisé. La réponse à la fusillade a été rapide, un enseignant a poursuivi la nord de l'école et il a été appréhendé plus tard par les autorités près de sa voiture, garée à environ 1 mile de la scène. Les enquêtes ultérieures ont révélé que Lan avait volé le pistolet utilisé lors des fusillades à son oncle. Au cours de son procès, le comportement de Lan était particulièrement défiant et troublant. Il est apparu au tribunal portant un t-shirt avec le mot « Killer » écrit dessus, qu'il avait lui-même écrit. Il a souri et fait des gestes obscènes aux familles des victimes, montrant aucune repentance pour ses actes. En mars 2013, Lan a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le 11 septembre 2014, Lan, accompagné de 2 autres détenus, s'est échappé de la Lane Correctional Institution à Lima, Ohio. Cette situation était particulièrement alarmante étant donné le passé criminel de Lan. Pendant plusieurs heures, au cours de la chasse à l'homme, il était introuvable jusqu'à ce qu'il soit appréhendé 6 heures plus tard. En mars 2016, en raison de préoccupations de sécurité accrues, Lan a été transféré à la Southern Ohio Correctional Facility à Lucasville, une prison de sécurité maximale semblable à une forteresse, conçue pour accueillir les détenus les plus dangereux. Un ami de Lan a parlé à CNN, le décrivant comme un garçon adolescent tout à fait normal et exprimant son choc total face à l'incident récent. Il a noté que, bien que Lan apparaisse souvent triste, il semblait par ailleurs normal dans son comportement quotidien. Un ami a partagé des informations sur la vie scolaire de Lan, révélant qu'il était régulièrement moqué par ses camarades. Ce harcèlement a conduit Lan à se créer une barrière autour de lui-même, le rendant réticent à partager des détails personnels ou à s'ouvrir sur ses expériences. Mais ces récits soulèvent une question cruciale, les difficultés que Lan a rencontrées à la maison et le harcèlement justifient-ils ses actions? Alyssa Bustamante. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Je n'ai jamais vu ça, et j'espère ne jamais voir un autre cas comme celui-ci. Dans un épisode glaçant qui a secoué la nation, Alyssa Bustamante, une adolescente de 15 ans du Missouri, est devenue tristement célèbre sous le nom de Missouri Teen Tree Killer. Son acte horrible a impliqué le meurtre calculé de sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holland. Alyssa Bustamante semblait être une adolescente ordinaire, mais son personnage sur Internet révélait un côté beaucoup plus sombre. Cette obscurité cachée a éclaté le 21 octobre 2009, lorsque Bustamante a attiré sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holland, dans les bois. Là, elle a étranglé la jeune fille, lui a tranché la gorge et l'a poignardée à la poitrine avec un couteau de cuisine. Après le meurtre, Alyssa a enterré le corps d'Elizabeth dans une tombe peu profonde qu'elle avait creusée elle-même derrière leur maison. Cet acte brutal semblait être la manifestation des fantasmes les plus horribles d'Alyssa. Ses profils publics sur MySpace et YouTube listeraient de manière inquiétante « tuer des gens » et « couper » comme ses hobbies, laissant entrevoir les pensées violentes qu'elle nourrissait. Le jour du meurtre, Alyssa a consigné dans son journal ses pensées homicidaires et a exprimé une curiosité glaçante sur ce que cela faisait de prendre une vie. Elle a écrit « Je viens de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, tranché la gorge et poignardé. Maintenant, elle est morte. Je ne sais pas comment me sentir. C'était incroyable. »
Dès que tu surmontes le sentiment de « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, je dois aller à l'église maintenant. Lol. Le soir du 21 octobre 2009, après que Patty Price a signalé la disparition de sa fille Elizabeth Holland, la police a lancé une recherche urgente. L'enquête a rapidement conduit au domicile d'Alyssa Bustamante, où des interviews avec sa famille et la découverte de son journal contenant des détails incriminants ont pointé vers son implication. Confrontée à ses entrées de journal lors d'un interrogatoire rigoureux, Bustamante a été poussée à avouer le crime. Elle a d'abord essayé de se faire passer pour innocente, mais les policiers lui ont dit qu'ils avaient trouvé le journal. « Nous avons votre journal, nous avons lu votre journal, y compris la dernière entrée. » Lorsqu'elle a été poussée un peu plus et n'avait nulle part où aller, elle a d'abord admis que c'était un accident, mais cela n'a pas duré longtemps, car elle a avoué avoir creusé le trou 5 jours avant la mort d'Elizabeth. Ensuite, l'enquêteur a souligné qu'une autopsie révélerait exactement comment Elizabeth était morte. Il l'a poussée davantage en lui demandant comment elle l'avait tuée, ce à quoi Alyssa a confessé « j'ai tranché la gorge ». Lors de son procès en 2012, Alyssa Bustamante, jugée comme adulte malgré une enfance tumultueuse, a plaidé coupable de meurtre au 2e degré pour éviter une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie qu'il y a une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Cependant, une condamnation supplémentaire pour action criminelle armée signifie que même si elle obtient une libération conditionnelle en 2024, elle fait face à une autre peine de 30 ans, repoussant sa première possible libération à 2054, à l'âge de 60 ans. Le prochain enfant tueur est Lionel Tate. 2 enfants sont laissés seuls pour jouer, et une fillette de 6 ans finit morte. S'agissait-il simplement d'un jeu d'enfant qui a mal tourné ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le 28 juillet 1999, dans le comté de Brevard, en Floride, Lionel Tate, âgé de 12 ans, se retrouve seul avec une fille de 6 ans, Tiffany Unish. Le jour tragique s'est terminé avec un événement qui allait voir Tate devenir le plus jeune Américain jamais condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne semble pas respirer. J'ai dû faire du RCP. Est-ce qu'elle respire ou non? Non, elle ne respire pas. Vous êtes à côté d'elle en ce moment? Oui, elle a de la nourriture et du sang qui sortait de sa bouche. Ce soir-là, tandis que Kathleen Gray Tate se reposait à l'étage, elle avait laissé Tiffany Unish sous la garde de son fils Lionel Tate. Peu après, Tate alerta sa mère que Tiffany ne respirait pas. L'enquête révéla plus tard que l'enfant présentait des ecchymoses sévères et des blessures semblables à celles d'un impact de véhicule, notamment un crâne fracturé, une côte cassée et des hémorragies internes. Tate, cependant, affirma que les blessures résultaient de l'imitation de mouvements de lutte. Lors du procès, la défense de Tate a soutenu que la mort de Unish était un accident tragique, suggérant que le garçon de 12 ans, pesant 77 kg, tentait simplement d'imiter les mouvements de lutte de ses héros télévisés avec Tiffany, qui pesait seulement 20 kg. Cependant, leur défense n'a pas réussi à convaincre le jury. En janvier 2001, lorsque Tate n'avait que 13 ans, il a été condamné pour meurtre au 1er degré. Selon la loi de la Floride, Tate a été condamné pour meurtre au 1er degré sans que le jury ait besoin de croire qu'il avait l'intention de nuire. La loi stipule que commettre sciemment un acte susceptible de blesser un enfant, entraînant la mort, constitue un abus d'enfant et déclenche la règle du meurtre par infraction. Lors de la condamnation, le juge Joel T. Lazarus a souligné que cette règle s'appliquait même sans preuve de l'intention de tuer de Tate ou de conscience du potentiel de préjudice. Il a même ajouté que la décision n'était pas entièrement de son ressort. Par conséquent, Tate a été condamné à la réclusion à perpétuité sans que la poursuite ait à démontrer son intention ou sa compréhension des conséquences fatales de ses actions. Cette peine a évidemment suscité la controverse étant donné que Tate n'avait que 12 ans au moment du meurtre, tandis que sa victime n'avait que 6 ans. Finalement, la peine de réclusion à perpétuité de Tate a été annulée en 2004 par une cour d'appel qui a constaté que sa compétence mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. En conséquence, Tate a été libéré de prison en janvier 2004 dans le cadre d'un accord de plaidoyer, ce qui impliquait qu'il admette un meurtre au 2e degré en échange d'une année d'assignation à domicile et de 10 ans de probation. Bien que cela ait marqué un nouveau départ pour Tate, alors âgé de 16 ans, ses problèmes judiciaires ont continué. En 2005, il a été accusé de vol qualifié et de violation de probation. En 2006, il a été renvoyé en prison. Le 19 février 2008, Lionel Tate a plaidé sans conteste pour des accusations de vol et a reçu une peine de 10 ans à purger dans une prison d'État.
Cette peine devait se dérouler en même temps qu'une peine de 30 ans reçue pour avoir violé sa probation. Actuellement, Tad purguait sa peine à la Charlotte Correctional Institution. Les frères Bevet. Cette affaire est reconnue comme le crime le plus meurtrier et la pire tuerie de masse à Broken Arrow, souvent appelé le massacre de la famille Bevet. Ce que je vais partager avec vous va vous glacer le sang. Pour les frères Bevet, la quête de célébrité a conduit à leurs actions insensées. Le détective Rihanna Russell, qui a interrogé le frère cadet Michael, a rapporté qu'il voulait tuer au moins 50 personnes, qu'il voulait être célèbre, avoir une page Wikipédia, et obtenir une couverture médiatique. Malheureusement, la série tragique d'événements a commencé le soir du 22 juillet 2015 dans leur maison à Broken Arrow, Oklahoma. Robert D., âgé de 18 ans, et Michael, âgé de 16 ans, avaient secrètement amassé une collection de couteaux qu'ils ont utilisés pour attaquer les membres de leur famille. L'horrible épreuve a commencé lorsque Michael a trompé sa sœur pour l'attirer dans une chambre sous prétexte de lui montrer quelque chose sur un ordinateur. Robert l'a ensuite attaqué en l'ayant sévèrement blessé en lui tranchant la gorge et en la poignardant plusieurs fois. Le tumulte a alerté leur mère April, âgée de 44 ans, qui a été brutalement attaquée par Robert. Elle a subi au moins 48 coups de couteau avant de mourir sur place. Les frères ont continué leur folle épopée violente d'une pièce à l'autre. Leur père, David Bevet, âgé de 52 ans, a enduré 28 coups de couteau et de nombreux traumatismes par coup. Leur plus jeune frère, Christopher, âgé de 7 ans, a reçu 6 coups de couteau. Les frères ont ensuite attaqué leur sœur Victoria, âgée de 18 ans, en la poignardant 18 fois point à travers son cou, sa poitrine, son dos et son bras supérieur. Victoria Bevet a reçu des coups de couteau dans le chaos sanglant. Daniel, 12 ans, a réussi à se barricader dans une pièce et a appelé le 911 pour obtenir de l'aide. Cependant, il a été trompé en ouvrant la porte par Michael, qui se faisait passer pour une victime. Une fois à l'intérieur, les frères ont poignardé Daniel 9 fois. L'alerte rapide de Daniel et son appel à l'aide ont joué un rôle crucial dans le sauvetage de ses sœurs, Autumn, 2 ans, et Crystal, 13 ans. Alors que la police arrivait rapidement sur les lieux, les frères ont fui par l'arrière de la maison mais ont été rapidement localisés par un chien policier dans une zone boisée à proximité. Ensuite, Crystal Bevet, une survivante du massacre de la famille Bevet, a identifié ses frères aînés Robert et Michael comme les auteurs, conduisant à leur inculpation pour 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et un chef d'accusation d'agression avec intention de tuer, auquel ils ont plaidé non coupables. En 2016 et 2018, Robert et Michael Bevet ont été condamnés pour tous les chefs d'accusation du massacre de la famille Bevet, recevant plusieurs peines de réclusion à perpétuité. Robert a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Michael, en raison de son jeune âge, a reçu des peines de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, bien que sa libération soit hautement improbable. Avant Lee Arroyo. Voyons maintenant le cas d'une jeune fille de 15 ans qui a mis fin à la vie d'Ana Vasquez Rodriguez de manière barbare. Arroyo, qui venait de déménager chez son grand-oncle sur Johnson Street, vivait avec Ana Vasquez Rodriguez et son petit-fils. La maison, où les tensions étaient déjà élevées, est devenue le lieu d'un crime violent le 6 octobre 2019. Le grand-oncle d'Arroyo avait prévu un voyage à New York pour obtenir des documents juridiques pour sa garde, mais a été retardé en raison de problèmes de voiture, causant une frustration et une agitation importante à Arroyo. Au fur et à mesure que la journée avançait, Arroyo, incapable de contenir son impatience croissante, a pris une paire de ciseaux de la cuisine et est entré dans la chambre d'Ana Vasquez Rodriguez, où elle a déclenché une attaque brutale, poignardant la femme de 68 ans alitée 70 fois. Au moment de cet acte horrible, la seule autre personne présente dans la maison était le petit-fils de la victime, qui jouait à un jeu vidéo avec un casque, complètement inconscient de la tragédie en cours. Après le meurtre, Arroyo a pris une douche, jeté ses vêtements tachés de sang dans une benne à proximité, et a ensuite informé froidement le petit-fils que sa grand-mère était malade. Découvrant la réalité horrible, le petit-fils a immédiatement composé le 911, et la police est rapidement arrivée sur les lieux. La percée dans l'enquête est venue des images de surveillance fournies par la Fall River Housing Authority montrant Arroyo en train de se débarrasser des vêtements, contredisant sa déclaration initiale selon laquelle elle était dehors avec le chien et avait vu un homme masqué fuir les lieux. Une fois en garde à vue, l'attitude d'Arroyo a changé alors qu'elle faisait plusieurs aveux incriminants spontanément. Avant Lee Arroyo se tenait dans une salle d'audience de Fall River, souriant et en jouant avec ses cheveux alors qu'elle faisait face à une accusation de meurtre. Lorsque son nom a été appelé au tribunal, la réponse de l'adolescente a choqué tout le monde. En 2023, Arroyo,
alors âgée de 18 ans, a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré devant la Cour supérieure de Fall River. Elle a été condamnée par le juge René Dup à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 19 ans. Sierra Alt. Comment une adolescente en vient-elle à commettre un acte de meurtre aussi brutal? Alors que les frères Bevet cherchaient une attention médiatique à travers des crimes odieux, ce cas explore les dynamiques de la rébellion adolescente impliquant une jeune fille et son petit ami dans l'ombre d'une bataille pour la garde entre Daniel Alt et son ex-femme, l'ancienne sénatrice d'État Elizabeth Alt, maintenant Elizabeth L. Jolian. Un complot glaçant s'est déroulé lorsque Sierra Alt, alors âgée de 16 ans, et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont été brièvement ensemble avant que leur relation ne soit interrompue par leurs parents, qui avaient découvert le plan du couple de s'enfuir à Los Angeles. Le 8 avril 2021, Sierra et Aaron se sont préparés pour un acte violent en achetant une scie circulaire, des lames de scie, de l'eau de javel, du liquide inflammable, des gants et une toile de protection dans des magasins près de la maison de Daniel Alt. Le lendemain, le corps brutalement mutilé de Alt a été trouvé dans son garage, l'autopsie révélant plus de 70 coups de couteau à la tête, au cou et au torse. Un autre horreur a été ajouté lorsque ses restes, enfouis dans un sac de couchage, ont été incendiés, laissant son corps carbonisé de la tête aux pieds. L'effronterie du couple s'est étendue au-delà du meurtre, ils ont téléchargé une vidéo sur YouTube, stupéfiant les spectateurs. Dans une déclaration choquante, Guerrero a annoncé « Et je ne suis pas de retour sur notre chaîne YouTube après avoir tué quelqu'un ». Leur fuite de la justice a été de courte durée, car ils ont été appréhendés à Salt Lake City peu après la mise en ligne de la vidéo. Le 26 mai 2022, Guerrero et Sierra Alt ont fait face aux conséquences de leurs actions en plaidant coupables de 9 chefs d'accusation, y compris meurtre, incendie criminel et vol. Tous deux ont été condamnés à 22 ans à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Lors de la condamnation, Sierra n'a présenté aucune excuse, tandis que Guerrero en a présenté. Roxanne Sikorsky. Dans une affaire qui a captivé la communauté suburbaine de Plymouth, Michigan, Roxana Sikorsky, 15 ans, dans le cas tragique de Roxana Sikorsky, l'histoire commence avec son adoption en Pologne à l'âge de 4 ans, accompagnée de ses 2 frères et sœurs par la famille Sikorsky. Les abus précoces ont conduit à un diagnostic de trouble de l'attachement réactif pour Roxana, une condition qui rendait difficile pour elle de nouer des liens émotionnels avec ses soignants. À l'âge de 15 ans, en octobre 2014, la vie de Roxana a pris une tournure sombre sous l'influence de son petit ami de 23 ans, Michael Rivera. Rivera, beaucoup plus âgé, a manipulé Roxana et a élaboré un plan pour tuer les membres de sa famille qui étaient opposés à leur relation. Il est allé jusqu'à envoyer à Roxana des instructions détaillées sur la façon de réaliser les meurtres, y compris un diagramme médical pour s'assurer qu'elle ciblait les zones vitales. Cette nuit-là, Roxana a attaqué son jeune frère avec un couteau à filet, visant son cou, mais heureusement, il a survécu. Les cris de sa sœur ont alerté les parents, et Roxana a fui la scène en s'échappant par une fenêtre. Elle a retrouvé Rivera et ils se sont cachés dans le sud-ouest de Détroit, mais ont été rapidement retrouvés par la police en raison de la nature préméditée de ses actions. Les procureurs ont accusé Roxana comme adulte en mars 2016, et un tribunal de Détroit l'a condamnée à 10 à 20 ans de prison pour conspiration de tuer sa famille, tandis que Rivera a reçu une peine de réclusion à perpétuité en 2015. Les parents de Roxana étaient dévastés par la décision du tribunal. Ils ne croyaient pas qu'elle avait réellement l'intention de leur faire du mal et estimaient qu'elle avait été contrainte d'accepter l'accord de plaidoyer sans leur avis. La mère de Roxana, Lauren Sikorsky, a exprimé son désespoir, elle a un besoin désespéré de soins psychologiques continus. Elle est encore fragile, et une prison pour adultes briserait son monde délicat. Comment la condamner comme adulte l'aidera-t-elle? Est-ce de la justice? Roxana a également partagé son histoire, il coupe comme une tranche de tomate, je lui demande ce qu'il veut dire, il me montre une image de l'artère, c'est juste là où tu dois le faire. Eric Smith. Ceci est l'affaire qui a fait les gros titres aux États-Unis. C'est bon, maman, je vais tout seul, étaient les derniers mots que Doreen Robbie a entendus de son fils de 4 ans, Derek Robbie. Le 2 août 1993, la tranquillité de Savona, New York, a été brisée par un acte de violence dévastateur. Eric Smith, 13 ans, a rencontré Derek Robbie, 4 ans, qui se rendait au camp d'été dans le parc local. Dans un tournant sinistre, Smith a attiré le jeune garçon dans une zone boisée isolée sous le prétexte de lui montrer un raccourci. Là, il a mis fin sans pitié à la vie du jeune garçon en le étranglant d'abord jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis en jetant une grosse pierre sur sa tête. Il a ensuite versé du coulette du lunchbox de Robbie dans les blessures ouvertes de Robbie.
Plus tard dans la journée, la mère de Derek est arrivée au parc pour le chercher, découvrant qu'il n'était jamais arrivé au camp. Des heures plus tard, les chercheurs ont découvert le corps de Derek dans les bois, à quelques mètres du parc, et avec le coupable toujours en liberté, les habitants de Savona étaient pris de peur pour la sécurité de leurs propres enfants, ne sachant que c'était le paraissant innocent Eric Smith. Le 8 août, accablé de culpabilité, Eric a avoué à sa mère qu'il avait tué Derek. Cette nuit-là, la famille Smith a informé la police, cette chose terrible a été faite, je pense que tout le monde, y compris moi-même, en tant qu'adulte, comment quelqu'un peut-il faire une chose aussi terrible? Eric a ensuite été jugé comme adulte, le marquant comme le plus jeune accusé de meurtre dans l'histoire de l'État de New York. Lors de son procès, des spécialistes ont réalisé des tests médicaux approfondis, y compris des évaluations de la fonction cérébrale et des niveaux d'hormones, mais n'ont trouvé aucune anomalie pouvant expliquer ses actions violentes. Les dossiers du tribunal notent qu'Eric, souvent isolé et intimidé pour son apparence, avait des difficultés sociales. Une semaine après son aveu, Eric a été condamné pour meurtre au 2e degré et condamné le 7 novembre 1994. À seulement 14 ans, Eric a été condamné à la peine maximale disponible pour les délinquants juvéniles de l'époque, 9 ans à la réclusion à perpétuité. Eric Smith a purgé près de 3 décennies derrière les barreaux. Pendant son temps en prison, Smith a été refusé de libération conditionnelle à plusieurs reprises, le comité de libération conditionnelle exprimant souvent des préoccupations concernant sa réinsertion dans la société. Au fil des années, Smith a suivi divers programmes de réhabilitation et a exprimé à plusieurs reprises des remords pour ses actions. En 2021, après de nombreuses audiences de libération conditionnelle, Eric Smith a enfin obtenu la libération conditionnelle et a été libéré de prison. Joshua Phillips. En grandissant en prison, j'ai vu de nombreuses choses sombres et je suis allé dans des endroits sombres plusieurs fois au cours de ce voyage. Je suis arrivé très près de mettre fin à ma vie juste pour tout échapper. Voici le cas de Joshua Phillips, qui est entré en prison en tant qu'enfant en 1999 à l'âge de 15 ans et est maintenant devenu un homme adulte. Son crime, condamné pour meurtre au 1er degré pour la mort de Maddie Clifton, 8 ans, le 3 novembre 1998 dans le quartier Lakewood de Jacksonville, côté sud. Maddie Clifton, 8 ans, avait été signalée disparue par sa mère. Maddie avait joué à l'extérieur de chez elle lorsqu'elle a disparu, déclenchant une réponse communautaire immédiate et répandue. Des flyers ont été distribués et des équipes de recherche ont été organisées, attirant plus de 400 bénévoles locaux qui ont cherché sans relâche dans la région pour tout signe de la jeune fille disparue. Phillips faisait également partie de cette équipe de recherche. Malgré ses efforts, une semaine s'est écoulée sans trace de Clifton. Puis, le 10 novembre, une découverte stupéfiante a été faite, la mère de Joshua Phillips, 14 ans, a remarqué une tache d'eau sur le sol de la chambre de son fils. En enquêtant davantage, elle a découvert le corps de Maddie Clifton caché dans la chambre. Secouée par le choc, elle a fui la maison et a alerté les autorités, conduisant à l'arrestation de son fils à son école quelques heures plus tard. Peu de temps après son arrestation, il a avoué le meurtre. Je dois vous avertir que les détails suivants du meurtre de Maddie sont perturbants. Le 3 novembre 1998, une séquence tragique d'événements a eu lieu, changeant les vies de Joshua Phillips et de ceux autour de lui. Selon Phillips, Maddie Clifton, 8 ans, est venue chez lui pour jouer au baseball. Phillips, sachant qu'il n'était pas autorisé à avoir des amis chez lui pendant que ses parents étaient absents, a accepté de jouer. Le jeu a pris une tournure catastrophique lorsque Phillips a accidentellement frappé Clifton à l'œil avec la balle de baseball, lui causant une grave blessure. Pris de panique et craignant la réaction de son père, qui avait des antécédents d'alcoolisme et était strict, Phillips a traîné Clifton à l'intérieur de la maison dans une tentative mal avisée de gérer la situation. Une fois à l'intérieur, la panique de Phillips a escaladé pour faire taire les cris de Clifton, il l'a frappé avec une batte de baseball. Ensuite, il a caché son corps sous le socle de son lit et a essayé de se comporter normalement lorsque son père est rentré chez lui. Réalisant plus tard que Clifton était encore en vie et entendant ses gémissements, la réaction de Phillips a été drastique et fatale, il a attaqué Clifton à nouveau, lui tranchant la gorge et la poignardant plusieurs fois dans la poitrine avec un couteau multi-outil Lederman, entraînant finalement sa mort. De plus, il utilisait des désodorisants pour masquer l'odeur du corps en décomposition. Après le meurtre de Maddie Clifton, Joshua Phillips, 15 ans, a été accusé comme adulte de meurtre au 1er degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant la peine de mort en raison de son âge. Selon les dernières informations, Joshua Phillips, âgé de 40 ans maintenant,
reste incarcéré à l'institution correctionnelle de Cross City. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez les cartes à l'écran.